L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous faites bien de suivre Africable Télévision en titre de ce journal. Au Cameroun, les 7 Français enlevés au nord du pays ont traversé la frontière du Nigeria avec leurs ravisseurs. Le Quai d'Orsay appelle tous les ressortissants français à quitter la zone du rapt. Une concertation nationale pour trouver une solution aux nombreuses crises de l'enseignement supérieur au Sénégal. Le comité de pilotage annonce la tenue des assises pour le mois de mars prochain. Et puis du sport, du football, l'instauration de l'arbitrage vidéo a connu une avancée significative cet après-midi. La FIFA a confirmé que la technologie sera appliquée uniquement sur la ligne de but. Voilà pour le titre et merci de votre fidélité à Africable Télévision. Nous ouvrons ce journal avec la guerre au Mali. Selon les autorités françaises, il n'y aurait pas de lien entre l'offensive en cours au Mali et l'enlèvement d'une famille française au nord du Cameroun. Justement, la guerre au Mali est-elle entrée dans une nouvelle phase? Tentative de réponse avec Jean-Yves Le Drian que nous écoutons. C'est une phase assez complexe. On s'attendait à de la résistance, il y en a eu, il y a des combats très violents. Hier, peut-être encore aujourd'hui, nous agissons avec beaucoup de détermination. Nos forces sont exemplaires dans cette affaire. Au Cameroun, toujours aucune nouvelle des 7 Français enlevés dans le pays. La famille serait passée au Nigeria voisin. La France appelle ses ressortissants à quitter la zone du rapt, un rapt qui porte à 15 le nombre de Français enlevés en Afrique. Aussitôt après leur capture, les 7 otages français ont été emmenés vers le Nigeria voisin, selon le gouvernement camerounais. Pour la France, il ne fait que très peu de doute. La prise d'otages serait l'œuvre du groupe islamiste nigérian Boko Haram. Nous estimons que c'est la secte Boko Haram qui a procédé à l'enlèvement, mais on n'a pas encore la signature. Le père de famille est un cadre de GDF installé à Yaoundé. Il était en vacances dans le nord du pays avec sa femme, ses 4 enfants âgés de 5 à 12 ans et son frère. La famille revenait en voiture du parc naturel de Ouaza quand elle a croisé, non loin de la ville de Dabanga, un groupe d'hommes armés. Un guide du parc, interrogé par RFI, les avait rencontrés la veille. Ces enfants qui connaissaient déjà mon nom, qui m'appelaient Michel, on va aller voir les animaux dans le parc de Ouaza. Si jamais ils sont en train de m'entendre, je pense à eux, je suis de tout cœur avec eux. La localité de Dabanga n'est séparée du Nigeria que par un marécage dont les ravisseurs auraient aussitôt pris la direction. Et selon Cameroun Radio-Télévision, les enfants auraient été séparés des adultes. Selon toute probabilité, les kidnappeurs appartiendraient aux groupes islamistes nigérians Boko Haram ou Ansaru. Désormais, la France compte 15 otages, tous en Afrique, 7 au Mali et 8 au Nigeria. Et cette démocratie qui bat de l'aile, la Tunisie est toujours sans Premier ministre. Ahmadi Djebali a démissionné mardi. Il n'est pas parvenu à former un gouvernement de technocrates. Son projet a été critiqué par son propre parti, Ennahda. Au CPI, Laurent Gbagbo face au juge de la Cour pénale internationale. En ce deuxième jour d'audience la parole est à la défense. La Cour doit ensuite confirmer ou pas les charges retenues contre l'ancien président ivoirien accusé de crimes contre l'humanité. Rencontre ce mardi, entre le président de l'Union pour la République et la démocratie URD, M. Soumaïla Cissé, et ses militants et cadres de son parti résident à Niamey au Niger. L'avenir politique, économique et social du Mali était au cœur des échanges. Abaka Sarki et Razak Abaché pour le compte-rendu. C'est dans un langage responsable et digne d'un homme d'État que le président de l'Union pour la République et la démocratie URD du Mali, M. Soumaïla Cissé, s'est adressé aux nombreux militants et sympathisants de son parti résidant au Niger à un moment de crise et de guerre au nord Mali. Personne ne doit vous pousser à invectiver votre voisin parce qu'il n'a pas la même couleur de peau que vous. Personne
Je ne suis pas de ça. Je ne ferai jamais ça. Parce que ça mène à la guerre civile. Ça mène à l'effondrement du pays. Ça mène tout simplement à la catastrophe. Je me venge, il se venge, je me revanche, il se revanche, je me revanche, il se revanche, mais on ne finira jamais. Je veux que ça, vous puissiez transporter ce message le plus loin possible. En tout cas, c'est le mien. C'est celui de l'URD. Sous les acclamations d'une assistance convaincue de la pertinence de ses propos, le président Soumaïla Cissé reste persuadé que la solution militaire n'est pas suffisante. Mais ce que je veux vous dire ici à Niamey, c'est que la solution militaire n'est qu'une solution. Il faut une solution politique. Il faut ce que j'appelle aussi une solution sociale. Solution politique, c'est de faire en sorte qu'il y ait un gouvernement élu à Bamako. Le président de l'Union pour la République et la démocratie URD est par la suite allé au contact de ses nombreux militants et sympathisants pour à nouveau leur assurer de son engagement ferme à œuvrer pour un Mali stable, uni et développé. Restons toujours au Niger pour parler de cette signature de convention intervenue hier après-midi entre le Fonds de solidarité africain et la Société de microfinance du Niger, Asusu SA. Une signature qui marque la participation du FSA dans le capital du microcrédit nigérien à hauteur de 10%. Les détails avec Sarki Aboubaka et Razaka Bachir. Cette signature de convention entre le FSA, le Fonds de solidarité africain, et la Société de microfinance du Niger, Asusu SA, s'inscrit dans le cadre du développement stratégique de Asusu SA. La prise de participation du FSA dans le capital de cette jeune et dynamique institution de microfinance a été favorisée par les excellents résultats enregistrés par celle-ci. D'une modeste association de microcrédit qu'elle était en 2008 pour devenir en si peu de temps une structure dynamique sous la forme d'une société anonyme avec conseil d'administration, une société qui a su attirer des partenaires de premier ordre dans le domaine de la microfinance comme Africap et Nordic Microcap, qui sont des fonds d'investissement dans le domaine de la microfinance. Et je peux souligner avec force que la présence de ces fonds d'investissement dans le capital de Asusu SA a été un paramètre déterminant dans la décision du Fonds de solidarité africain d'intervenir dans le capital de Asusu SA. Désormais, à travers cette prise de participation de 10%, le FSA dispose d'un siège permanent au conseil d'administration de Asusu SA. La participation du FSA fut sollicitée et obtenu le 25 juillet 2012 après approbation de son conseil d'administration pour une prise de participation au capital de Asusu SA à hauteur de 10%, soit 360 millions de francs CFA, dont 300 millions de francs CFA en nominal et 60 millions de francs CFA au titre des primes d'émission. Aujourd'hui, les indicateurs le confirment, l'impact de Asusu SA dans la lutte contre la pauvreté à travers l'octroi de microcrédits aux populations vulnérables n'ayant pas accès aux services classiques de banque n'est plus à démontrer. Et cela a été un facteur déterminant dans l'aboutissement de cette signature. Il y a ceux qui s'interrogent, mais il y a ceux qui aussi, convaincus de la pertinence de leur démarche, regardent avec optimisme l'avenir. Je crois que c'est le cas de Asusu SA et du Fonds de solidarité aujourd'hui. La cérémonie s'est achevée par une visite guidée du nouveau siège de Asusu SA, un siège dont la posture est à la hauteur des ambitions de l'institution. Au Sénégal, le ministère de l'économie et des finances va entrer dans la phase de mise en œuvre de sa lettre de politique sectorielle. Il s'agira d'une stratégie visant une plus grande rationalité des dépenses publiques pour plus d'efficacité. Un atelier sur la question a réuni les acteurs à Dakar. Le détail avec Mamadou Dieye et Benambaye. Dans la dynamique de l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, le Sénégal s'est approprié un certain nombre de politiques régionales et internationales,
dans le domaine de la gestion axée sur le résultat. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre ce présent atelier de lancement officiel de la lettre de politique sectorielle de développement du ministère de l'économie et des finances. Ces engagements nous exigent, d'une part, de nous investir du premier rôle dans l'élaboration et la mise en œuvre des stratégies nationales de développement dans le cadre d'un vaste processus participatif. D'autre part, de traduire des stratégies nationales de développement en programmes opérationnels axés sur le résultat et intégrant une hiérarchisation des priorités telles qu'exprimées dans le cadre des dépenses de moyen terme et les budgets annuels. Pour ce faire, des réformes s'imposent dans toute la chaîne des dépenses publiques. Ces réformes concernent entre autres points la discipline budgétaire, l'exhaustivité de l'information sur l'exécution du budget. À travers les réformes que nous conduisons dans ce cadre, l'objectif à terme est la réalisation de l'efficacité budgétaire, avec au préalable la définition d'objectifs et à la fin de l'exercice la présentation d'un rapport annuel de performance. Selon les acteurs, l'initiative marque une nouvelle ère, celle d'une gouvernance des dépenses publiques, articulée autour de la transparence et de l'efficacité. Et puis le gouvernement sénégalais va tenir une concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur et ce, dès le mois prochain. L'initiative vise à trouver une solution aux nombreuses situations de crise que traverse l'enseignement supérieur sénégalais. Mamadou Dieye, Elimanba. En vue de trouver solution aux maux qui gangrènent l'enseignement supérieur et ses débouchés, le président de la République a lancé l'idée de concertation nationale pour l'avenir de ce sous-secteur de l'éducation. Le comité de pilotage déjà installé entend adopter une démarche inclusive pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés. Ce comité est chargé de diriger et de coordonner, conformément aux termes de référence annexés au décret, la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur. Il procède et procédera à un diagnostic profond en vue de proposer à la concertation à venir au mois de mars des orientations et des mesures à même de résoudre la crise multiforme du sous-secteur de l'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur public et privé, la société civile, les institutions, chaque secteur est représenté au sein du comité de pilotage. Il s'agira dans cette concertation nationale de parcourir toutes les questions relatives au système de l'enseignement supérieur à travers des groupes thématiques. L'ensemble des travaux se dérouleront suivant des groupes thématiques que sont le pilotage de l'enseignement supérieur, l'accès à l'enseignement supérieur, le financement de l'enseignement supérieur, la qualité de l'enseignement supérieur, les ressources humaines, l'internationalisation, la recherche et l'innovation, les liens avec le marché du travail et la communauté. Rappelons que ce comité de pilotage est composé de 15 membres placés sous la direction du professeur émérite Souleymane Bachir Diagne. Le rapport final issu de la concertation fera l'objet d'un conseil présidentiel. Éducation toujours, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en partenariat avec l'USAID ERA ont procédé à la remise d'un important lot de matériel informatique et de véhicules aux universités de Dakar. La manifestation qui s'est déroulée ce mardi était placée sous la présidence du Premier ministre Abdoul Mbaye. Les détails avec Louise Tina Sanya et Souleymane Anne. USAID octroie à l'État du Sénégal un don de matériel informatique et agricole d'une valeur de 800 millions de francs CFA pour une modernisation de son secteur agricole. L'ambition ainsi affichée par USAID est de renforcer les capacités institutionnelles et humaines de notre pays dans les domaines de l'éducation et de la recherche agricole. Cet appui complet du peuple américain à travers le projet USAID-ERA à la hauteur de 14 milliards de francs CFA pour vraiment aider à la sécurité alimentaire du Sénégal. Et aussi pour développer une agriculture qui est moderne, innovante et aussi répond aux besoins du secteur privé et des populations rurales et de toute la communauté en dehors de tout le territoire du Sénégal. Les bénéficiaires de ce programme témoignent de la rentabilité des programmes de l'USAID. Le gouvernement du Sénégal, pour sa part, salue l'initiative des États-Unis d'Amérique de vouloir moderniser l'agriculture à travers cette dotation. Le gouvernement du Sénégal, par ma voix, remercie votre pays, les États-Unis d'Amérique, pour son soutien au développement du Sénégal et de notre continent. Cette implication constante témoigne
de l'intérêt que les États-Unis portent aux priorités de développement exprimées par le président de la République du Sénégal, M. Macky Sall, et particulièrement au secteur de l'agriculture. Le projet USAID-ERA d'une durée de 5 ans s'inscrit dans le cadre de l'initiative du président Barack Obama pour la sécurité alimentaire dénommée Feed the Future. Du sport, du football, avant de terminer ce journal, la Fédération internationale de football association, la FIFA, vient de confirmer l'utilisation de l'arbitrage vidéo lors du prochain mondial 2014 au Brésil. Principale application, la technologie permettra de savoir si le ballon a franchi ou pas la ligne de but. La Fédération internationale a décidé de s'adapter à l'évolution technologique. Longtemps boycottée, la vidéo fera son apparition lors de la prochaine Coupe du Monde au Brésil. La technologie ne concernera que la ligne de but. Elle devrait permettre aux arbitres de mieux évaluer si le ballon a franchi ou non la ligne. Nous avons consulté les arbitres dans le monde entier et ils sont formels. C'est une aide précieuse pour eux. C'est une solution qui permet de dire si la balle est entrée dans le but ou non. Avec les caméras de télévision, vous ne pouvez pas toujours le voir, car le ballon est trop rapide pour l'œil humain. Par contre, les actions de jeu ou les faits de match qui auraient échappé à l'œil de l'arbitre pendant la rencontre ne seront pas sanctionnés grâce à la vidéo. Le football à la traîne rejoint donc le rugby, le hockey ou encore le tennis, qui depuis plusieurs années déjà utilise la vidéo en soutien de l'arbitrage. La FIFA espère ainsi supprimer les erreurs dans sa compétition majeure, comme ce fut le cas notamment en 1966 lors de la finale de la Coupe du Monde, avec ce but non valable de Geoffrey Hurst accordé aux Anglais, ou cet envoi de Frank Lampard non validé par l'arbitre en 2010 en Afrique du Sud. Voilà qui referme ce journal. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent depuis Abidjan, en Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis. À demain. L'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africa.